En 2019, Kawhi Leonard remportait sur un game winner miraculeux et ô combien iconique sa confrontation face aux Philadelphia 76ers. Un shoot incroyable qui restera dans les mémoires, tout comme cette série disputée au meilleur des 7 matchs. Aujourd'hui, ces deux équipes sont complètement différentes, bien évidemment. Plus de Kawhi Leonard, plus de Kyle Lowry, plus de Jimmy Butler ni de Ben Simmons du côté des Sixers. Et pourtant, Embiid semble avoir gardé en tête ces images et devrait avoir à cœur de prendre sa revanche. Lui, il a forcément évolué depuis aussi, il a réussi à vraiment installer son statut de potentiel MVP dans cette ligue, notamment offensivement. Est-ce que ce sera suffisant pour renverser ces Raptors qui sont jeunes, surprenants et surtout ont un profil défensif qui pourrait s'avérer problématique pour Embiid et ses Sixers? C'est ce qu'on va essayer de se poser comme question dans cette vidéo d'analyse, première vidéo d'analyse des playoffs NBA 2022 sur QI Basket. Embiid est devenu une force offensive quasiment inarrêtable, en témoigne sa saison de calibre MVP. Il est tout aussi capable d'enchaîner les paniers en face-up, en post-up, sur le roll, sur le tir extérieur, autant de manières différentes de scorer, de moves maîtrisés, couplés à une pression offensive constante sur le panier, en drive et grâce à son impact physique. Un scoring véritablement historique, puisqu'il peut aller se comparer aux chiffres d'efficacité d'un Wilt Chamberlain dans sa jeunesse. Mais le pivot n'est pas omnipotent et il possède ses faiblesses, et nul doute que Nick Nurse essaiera d'en profiter. Des choses qu'on a vues qui ont permis un petit peu de gêner Embiid, c'est toutes ces aides un petit peu tardives qui gênent généralement Joel Embiid, parce qu'on sait que dans ces situations-là, c'est pas un joueur qui a une vision de jeu exceptionnelle. Et donc on sait qu'il a tendance des fois à hésiter à ressortir la balle, à pas ressortir la balle très proprement. Et donc quand on amène des aides au bon moment, ou quand on fait des prises à deux notamment qui viennent de ces angles morts, on sait qu'on peut générer des pertes de balles et les playoffs, autant au niveau du rebond que au niveau de la capacité à garder le ballon en main, ce sont deux éléments qui permettent de faire des fois basculer des séries. Donc on sait que Toronto va sûrement envoyer des joueurs comme Precious Achiuwa, Siakam, Chris Boucher sont relayés sur Joel Embiid. Par contre, comme on le disait, il y a un joueur qui est un peu plus en difficulté et qui est la source principale de création pour autrui de cette équipe-là, qui est censé être le deuxième gros apporteur de scoring, et donc je pense que le focus va effectivement être mis sur James Harden et pas sur Joel Embiid, dans la mesure où on sait que en 1 contre 1 il va écraser, et que même si on met des aides et des prises à deux, s'il a décidé de scorer, il est capable de scorer à 45-50% en ayant deux joueurs sur lui, quoi. Vous l'aurez compris, chez QI, on parierait pas forcément sur une stratégie qui consisterait à vouloir à toute fin stopper Joel Embiid, parce qu'il est de toute façon trop talentueux pour ça. Par contre, il y a d'autres choses sur lesquelles la défense des Raptors pourrait appuyer pour faire mal à cette équipe des Sixers. Trop se concentrer sur Embiid pourrait laisser trop libre le reste de l'équipe et pourrait se révéler contre-productif pour Toronto, qui devra en plus faire avec la menace de James Harden, qui saura en profiter et distribuer les caviars à leurs autres coéquipiers. Le plan est simple, pick and roll Harden-Embiid. Si Toronto concentre son attention sur Embiid en l'empêchant de roller vers le panier ou en empêchant la passe, Harden se retrouve libre d'attaquer le décalage et en un tirant l'aide de distribuer dans les espaces laissés ouverts. Harden est finalement le seul playmaker à Philly. Réussir à le contenir, à le frustrer offensivement, c'est peut-être un des meilleurs, si ce n'est le meilleur moyen pour réussir à l'imiter collectivement et venir s'opposer efficacement à cette franchise des Sixers. On a vu sur les débuts de match, notamment le dernier match entre Toronto et les Sixers, qu'en début de rencontre, les Sixers, ils se contentaient soit de faire l'impasse sur les aides en laissant vraiment un joueur sur Embiid, et donc que Harden pénétrait assez facilement, et que dans ces situations-là, il est un petit peu inarrêtable, parce qu'en fait, même s'il est moins bon lui individuellement, c'est tellement un playmaker incroyable qu'il va toujours trouver un ou deux coéquipiers ouverts et qu'il va faire la bonne passe et que ça va être compliqué. Par contre, quand les Raptors se mettent à switcher, là ça devient plus dur, parce qu'ils ont un personnel qui est finalement plus grand, plus costaud que lui, mais comme il est moins rapide et on va dire moins explosif, du coup il n'arrive plus à faire en fait cette petit espace qui lui permettait soit de jouer avec l'adversaire et d'aller chercher la faute, soit finalement de finir et puis d'aller dans le trafic comme il a l'habitude de faire. Et on le voit effectivement avec des joueurs comme Precious Achiuwa qui est un pivot, et qui, quand il se retrouve sur plusieurs séquences face à lui, il n'y a aucun tir qu'a pris Harden.
il en a mis certains, mais aucun tir qu'a pris Harden sur le match où il n'a pas été vraiment gêné et où on n'a pas senti que en fait, bah ouais, ils ont les capacités autant avec leur 5 de départ qu'avec leur remplaçant de mettre des joueurs qui vont empêcher Embiid d'être le scoreur qu'on attend qu'il soit. Soit parce qu'ils font assez peu de fautes. Ouais, c'est ça. Soit parce qu'ils font assez peu de fautes, soit parce que de toute façon ils contestent bien, donc il n'y a pas de souci. Et le problème en fait c'est que chez les Raptors il y a une quantité assez incroyable je trouve de joueurs qui sont à la fois très longs, plutôt mobiles et assez costauds pour encaisser le contact avec Harden qui en général est un joueur assez lourd pour son poste. Effectivement, les Raptors ont le personnel défensif pour ce genre de mission. Et c'est peut-être ce qui fait aussi tout l'intérêt de ce match-up et de cette série. Des joueurs comme Pascal Siakam, OG Anunoby, Scottie Barnes, Precious Achiuwa, Chris Boucher, c'est autant d'ailiers, ailiers forts qui, avec leur envergure, leur taille et leur mobilité surtout, peuvent s'adapter un petit peu à tous les rôles, peuvent switcher à travers les écrans et peuvent à la fois gêner et Joel Embiid et James Harden, encore plus James Harden qui fait montre de quelques difficultés offensives depuis le début de saison. Ça commence aussi un peu à coincer au moment où James Harden recommence à être en difficulté avec ses accélérations, son shoot, chose qu'on avait plutôt vu cette année chez les Nets. Et donc à partir du moment où il recommence à ressembler à ce James Harden des Nets, les Sixers font moins peur. Alors est-ce que du coup c'est un vrai problème pour cette série? Je pense qu'on va en discuter, mais effectivement il y avait vraiment sur la fin de saison une petite inquiétude en se disant oula, il n'apporte plus le scoring qu'il apportait. Il est moins rapide quand il accélère. Ses changements de vitesse sont moins bons. Quand il va dans la raquette, il cherche point de contact. Et du coup, il lui reste que son jump shot qui pourrait être intact et qui ne l'est pas non plus. Concéder la domination, ou concéder en partie la domination d'un joueur comme Joel Embiid pour mieux cadenasser et James Harden et l'ensemble de cette équipe des Sixers, c'est peut-être le meilleur plan de jeu et le meilleur plan défensif que pourraient proposer Nick Nurse et les Raptors. Maintenant, il y a aussi d'autres joueurs à Philadelphie qui pourraient sortir un petit peu du lot. Tyrese Maxey est quand même fait figure vraiment d'un facteur X potentiel. Tobias Harris, sait-on jamais, peut-on rêver d'un réveil de Tobias Harris qui retrouverait son niveau d'antan pour revenir vraiment gêner ces Raptors? Pourquoi pas? Il y a finalement dans cette équipe de Philadelphie beaucoup d'initiateurs offensifs, peut-être pas collectifs, mais au moins individuels qui pourraient faire la différence offensivement. Et pourtant, on a un peu de mal à y croire. Alors pourquoi il y a autant de pronostics qui vont à l'encontre de ces Sixers? Je pense que si les gens doutent de la capacité des Sixers à gagner cette série qui sont supposés gagner dans la mesure où le talent est de leur côté, c'est effectivement parce qu'on a à la fois peur que Doc Rivers fasse encore du Doc Rivers, c'est-à-dire des rotations compliquées, des choix tactiques pas adaptés. Je veux dire, tu parlais de la série aux Clippers, faire le choix sur un match décisif de faire que des prises à deux sur Nikola Jokic, c'est pas ce qu'il y a de plus malin. Mais Sixers France qui est dans le chat pourra aussi dire que l'an dernier, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Il a fait tout ce qu'il a pu pour aider les Hawks à battre Philadelphie. C'est-à-dire que bon, il s'est mis en difficulté tout seul et les choix étaient assez assez décevants. Donc je pense que ça fait partie des choses qui sont à l'avantage des Raptors, et on est habitué à voir Nick Nurse être inventif, notamment dans ses schémas défensifs, tenter des choses, et des choses que d'ailleurs on voyait plus en NBA avant qu'il arrive à la tête des Raptors. Et donc il y a aussi en attaque ces petits surplus de créativité, comme ce que je montre dans la preview, avec effectivement cette connexion entre Gary Trent Jr. qui joue le poseur d'écran ou qui fait des flare screens et qui part directement dans le corner pour pour déboussoler la défense. Mais en plus, dans ce dernier match, Nick Nurse est sans quand même deux forces de scoring et de création, c'est-à-dire Fred VanVleet et OG Anunoby. Là, avec un effectif complet, il y a une densité physique chez les Raptors, et qui est notamment apporté par le banc des Raptors par rapport à celui des Sixers, qui peut inquiéter si on est Joel Embiid et qu'on n'a pas envie de sortir encore trop tôt des playoffs. Le terme de choke est très certainement utilisé à tort et à travers. C'est devenu une sorte de gimmick humoristique dans la ligue. Néanmoins, force est de constater qu'il s'applique quand même parfaitement bien à Doc Rivers, l'ancien coach des Seas, qui va devoir se bouger un petit peu plus tactiquement sur ses rotations, s'il ne veut pas voir son équipe à nouveau se faire surprendre, car les Raptors ont le potentiel pour. Doc Rivers, attention,
La bataille se fera donc aussi entre coaching staff, et si Toronto semble posséder un clair avantage sur son adversaire direct dans cette partie tactique du jeu, elle reste une équipe avec ses limitations. Van Vliet, Siakam, OG Anunoby et Scottie Barnes peuvent tous initier le jeu pour eux-mêmes et pour les autres, mais aucun n'est réellement élite, que ce soit individuellement ou collectivement, ce qui semble dessiner un plafond clair pour cette équipe qui n'y survivra peut-être pas. C'est tout pour cette première vidéo d'analyse des playoffs NBA 2022 sur QI Basket. Un nouveau format qu'on essaye d'introduire ici, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, à mettre des j'aime, des pouces en l'air, bien évidemment pour qu'on puisse savoir si vous voulez d'autres contenus de ce genre. On va essayer de toute façon d'essayer des choses dans cette couverture des playoffs 2022. Si vous êtes intéressé par la série Sixers Raptors, si vous voulez avoir un peu plus d'infos, il y a bien évidemment la preview rédigée sur le site de QIBasket.net, preview rédigée par Jérémy. On vous laissera également le lien en commentaire et dans la description. Si vous voulez aller voir encore un petit peu plus loin, on a également la rediffusion de notre live qui est disponible sur YouTube et sur notre chaîne Twitch, que je vous invite à aller follow pour suivre toutes les émissions qu'on pourrait faire au cours des playoffs. On va essayer de faire de l'analyse bien sûr de match-up au gré des séries, au gré des matchs. On va essayer de faire plein de choses, donc retrouvez-nous également sur Twitter pour vous tenir au courant. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'aurais à dire. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous en pensez. On se retrouve pour la suite des playoffs, peut-être pour d'autres previews si on a le temps d'ici le début des séries, et de toute façon sur plein d'autres articles, vidéos, threads Twitter, d'analyse, basket, bien évidemment. Moi j'arrête là-dessus, c'était N5 pour QI Basket, et je vous dis à plus, tout le monde.